région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire. Salut à tous, retour sur le plateau du MAG, cette web TV qu'on vous a présentée déjà depuis quelques éditions, depuis ce matin. On se retrouve avec le concept du débat. Alors je prends le micro en main. Voilà, on se retrouve donc avec le débat, on vous en a parlé depuis quelques semaines maintenant, c'est un petit peu la nouveauté de cette web TV. Pour parler de badminton, de l'actualité sportive bien sûr, mais un petit peu d'autres choses. Et on a avec nous la chance d'avoir Fabrice Vallet, Lucas Clairbout et Gaëtan Mitterleiser qui jouaient cette semaine ici. Et on est ravis de vous avoir pour pouvoir justement essayer de voir un petit peu au-delà de l'actualité sportive. Alors, deux thèmes ce soir. On va parler d'abord des nouvelles règles de la Fédération internationale, comment elles vont nous impacter, nous ici en France. Et ensuite, on parlera plus généralement de l'équipe de France, de l'actualité, les perspectives, le départ bientôt de Peter Gadeux. Et on a donc avec nous deux joueurs. On va commencer par l'actu chaude. Alors déjà Gaëtan, ton genou, où ça en est ? Ça va mieux depuis hier. C'est vrai que hier j'avais un peu de mal à marcher, le genou qui tirait un peu. Aujourd'hui les nouvelles sont plutôt rassurantes. Après, j'ai pas encore fait tous les examens possibles, donc du coup ce sera dès mon retour demain sur Paris qu'on en saura un petit peu plus sur ce genou. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour expliquer sur le match ? Bah, pour expliquer, en fait, je sais même pas trop. C'est la réception d'un saut sur un service où j'ai senti mon genou un peu douloureux et puis en venant en retour pour servir, plus je contractais le quadriceps et qui tirait sur le genou, plus j'avais des douleurs. Donc j'ai décidé de stopper complètement le tournoi et pas prendre de risques pour la suite de ma carrière. Bon, alors, a priori, rien de grave, donc on espère que ça va vite aller mieux. Des news positives pour toi, Lucas. Super match aujourd'hui. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé ? Bonjour à tous déjà. Ouais, bah c'était un bon match parce que je repars avec la victoire, donc forcément ça fait plaisir. Le premier set a été assez chaud. Où je gagne 23-21. Ouais, 25-23. 25-23. Ouais, 25-23, c'était assez serré. Et ouais, ça fait vraiment plaisir de repartir avec la victoire, donc c'est sûr que c'est cool. Une bonne nouvelle. On va partir sur le premier débat. Donc les règles de la BWF qui changent pour vous, bien sûr, mais à terme aussi pour un petit peu tout le monde. Donc vous qui nous regardez et qui allez peut-être voir ce changement de scoring entre d'autres changements. On va faire un petit point justement sur ces nouveautés avec Paul qui va nous rappeler un petit peu ce qui va changer dans les semaines à venir. Alors oui, rapide retour sur les trois règles principales donc les trois règles qui font l'actualité de la Fédération internationale aujourd'hui. La première, la plus évidente, c'est celle du service qui a été instaurée dès l'Open d'Allemagne il y a quelques semaines et qui est
et qui est utilisée aujourd'hui, c'est celle du service à 1,15 m et puis celle à hauteur de la dernière côte flottante du joueur. Donc on vous demandera un peu votre avis sur cette nouvelle règle qui sera votée d'ici mai à la fédération. Le nouveau système de scoring où on parle de 5 sets de 11 points, au meilleur de 5 sets de 11 points et puis au meilleur de 3 sets de 21 points. Donc un vrai changement là, sur le scoring. Exactement. Et enfin, on évoquera les rumeurs autour d'une nouvelle règle concernant le coaching et la possibilité d'interdire le coaching pendant les échanges. Et donc ce serait seulement à 11 et entre les sets. Donc cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus de coach juste derrière les joueurs au bord du court. Exactement. Ça fait beaucoup de changements, ça, Fabrice. On a l'impression que la Fédé internationale a envie de faire une révolution du sport. Est-ce que ça va marcher? Alors, si ça va marcher, on verra. On a déjà eu des modifications, je crois que c'était en 2005. Il y a eu les modifications de scoring. Je pense que ça a été plutôt une réussite. Au début, il y avait pareil, beaucoup d'inquiétudes. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Là, c'est un tout petit peu la même chose. Il y a beaucoup de personnes, on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont pour, beaucoup de personnes qui sont contre. Je pense qu'il faut le voir. Il faut que les joueurs s'y habituent. Mentalement, ça va changer un tout petit peu la physionomie des matchs. Donc c'est toujours un petit peu. Il y a une période de 6 mois d'adaptation, je pense. Et ensuite, c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs. Et je pense que les plus forts resteront les plus forts et les Français vont toujours continuer à progresser. Donc ça, c'est quelque chose de garanti. Le coaching. Apparemment, ce n'est pas une rumeur, c'est un package. Dans la modification de scoring, il y a effectivement la question de ne plus mettre de coach derrière les chaises. Ils seront sur un emplacement réservé en tribune de façon à pouvoir venir rapidement sur le terrain. Ils viendront à la fin de chaque set et il y a la possibilité, à la demande des joueurs, d'obtenir 2 temps morts. C'est le projet. Comme au basket, voilà, le joueur peut demander un temps mort. Donc c'est le projet qui est en cours. C'est plus aux joueurs, je pense, qu'il faut demander comment ils ressentent cela, parce que ça change principalement les histoires d'attitude pendant les matchs, parce qu'ils se retournaient, on cherchait le regard du coach. Là, il n'y a plus de coach à proximité, et voir comment ils vont pouvoir s'adapter à cette mesure. Le service. Le service, pour moi, c'est... Alors, je pense que sur la règle de scoring, il y a peu d'ambiguïté, peu d'interrogations. Sur le service, ça a l'air, du point de vue général de tous les joueurs, les coachs, beaucoup plus remis en question, beaucoup plus... Parce qu'on a vu notamment, tu parlais du German Open, où ça a commencé, ça a débuté. Et les joueurs étaient là, et c'était une catastrophe. Il y a des matchs qui ont été complètement pourris par cette règle, parce que les arbitres n'avaient pas non plus peut-être l'habitude de l'utiliser, donc c'était un peu particulier. Ils se sont aperçus que suivant l'angle derrière ce superbe instrument de plexiglas, c'était pas tout à fait le même jugement. Moi, j'ai trouvé ça, par contre, j'ai trouvé ça beaucoup plus utilisé de façon intelligente au Lingland. Au Lingland, c'était un tournoi qui a, je pense, pas été du tout contrarié par cette règle. Ici, ça a l'air de bien se passer aussi. Donc voilà, moi, les joueurs vont s'y faire à cette réglementation si elle passe. Après, j'ai l'impression que, autant je ne pense pas qu'il y ait de gros doutes sur le scoring, que sur le service, ça reste plus un point d'interrogation. Après, si tu me permets de faire juste une petite aparté par rapport à qu'est-ce que ça va devenir en France. Oui. Ce qu'il est entendu est plutôt là, parce qu'on ne sait pas s'il y a un changement de scoring, s'il sera effectif au 1er septembre, après le championnat du monde donc, ou au 1er janvier. Il y a encore des doutes. Pour l'instant, l'idée en France, ce serait plutôt d'adapter ça au début, d'adapter le règlement scoring adopté lors de la prochaine Assemblée Générale de la BWF, de l'adopter dès la rentrée sportive, de façon à éviter d'avoir des changements de règlement en cours d'année. Donc d'arriver tout de suite sur quelque chose de continu.
Le service, là aussi, autant ça se conçoit sur les IFB, ça peut se concevoir sur All England, sur un tournoi, Oui, un tournoi privé, c'est compliqué, il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas déjà, d'arbitre. donc, ouais. Voilà, il y a Ça va être plus compliqué. de doutes sur la façon dont ça peut être mis en place. Et l'outil même, est-ce que c'est pas l'outil qui peut être amélioré avec des nouvelles technologies, par exemple? Il parlait Avec de le laser Hawkeye, à un moment, ouais. il parlait de laser. Moi, je pensais qu'ils allaient nous sortir quelque chose comme ça. Quand on en avait Ouais. parlé au début, on s'attendait à un truc, ils vont nous sortir un truc sophistiqué. Ouais, en fait, c'est doit être Tupperware qui l'a fait, je pense. Il doit avoir un contrat Avec les changements de... avec des changements, parce que Ouais. souvent, ils n'ont pas suffisamment de matériel. Non, ça demande d'être perfectionné, ajusté. amélioré pour pouvoir être utilisé de façon viable. Les garçons, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces nouvelles règles? Déjà, Lucas, au niveau de alors le service, le coaching, ça fait beaucoup, le scoring. Déjà, le scoring, à ton opinion? Parce que ça risque de passer vraiment. Sur le scoring, ouais, donc au meilleur des 5-7 de 11 points, ça va forcément changer un peu la donne parce qu'il faudra éviter les mauvais départs. Il faudra être bien prêt dès le début et bien s'échauffer, je pense, avant de commencer les matchs. Après, c'est une histoire d'adaptation et d'habitude, comme l'a dit Fabrice. Je pense que voilà, au bout de quelques mois, on va s'habituer à ce système-là et puis voilà. Donc les meilleurs s'adapteront plus vite que les autres, je pense. Et puis c'est comme ça, hein, comme dans tous les sports, il faudra s'habituer à ça. S'habituer. Vous avez commencé? Tu as commencé à t'entraîner un petit peu Non, avec pas ce nombre de encore. points? On s'est pas encore entraîné sur ce système-là. Après, dans le passé, on a fait 2-3 tournois avec Quelques le tournois, système de scoring en 11 points. C'est différent. Personnellement, c'est pas moins bien ou mieux, c'est différent. C'est un autre style de scoring et ouais, on aborde les matchs un peu différemment. Le coaching, c'est important forcément d'avoir un Ouais, coach le derrière coaching, lui, Ouais. derrière soi sur un Le terrain. coaching, ça va être peut-être ce qui va changer le plus pour les joueurs. De ne plus avoir de coach derrière soi, c'est un soutien en moins déjà, surtout dans les mauvaises passes. Donc ça sera un peu plus compliqué. Après, s'il reste pas loin du terrain et qu'il a une place réservée, je pense qu'on pourra toujours s'appuyer sur lui. Donc ça sera quand même franchement très différent. On a toujours été habitué à avoir quelqu'un derrière nous, même des fois 2 coachs. Et là, d'avoir qu'un coach, d'en avoir même 0 Plus plutôt, du tout. Ouais. ça changer, va changer beaucoup de choses, je pense. Peut-être justement donner plus de latitude aux joueurs qui sont plus capables eux-mêmes de changer de tactique ou apporter un élément stratégique Il va supplémentaire. falloir être un peu plus comment dire, discipliné tactiquement et garder bien la tactique en tête de 0 à 11, si j'ai envie de dire, parce qu'à 11 après le coach, si j'ai bien compris, peut intervenir. Donc il va pas falloir s'éparpiller trop sur les débuts de set ou en tout cas à chaque pause. Va falloir être bien concentré Dès dès le début jusqu'au pause, quoi. Ce sont des règles qui, c'est voilà, pour tous les deux, des choses qui changent et du coup qui amènent un vrai plus pour vous. C'est excitant d'avoir des règles qui changent comme ça ou au contraire c'est déstabilisant, Gaëtan? Moi, je pense que ça va plus être, surtout au début, déstabilisant parce que ça fait maintenant quelques années qu'on joue avec ce scoring-là, qu'on joue avec les coachs derrière le terrain. Après, pour ma part, on a essayé déjà plusieurs fois les 7 en 11. Ce qui change beaucoup, c'est le fait qu'on soit obligé de gagner 3 sets de 11 et plus 2. Ouais. Et ça veut dire que mentalement, après, une fois avoir gagné 2 sets, on n'a pas encore gagné le match. Ouais. Il y a un 3e set à aller chercher et c'est là où on voyait souvent que les matchs ils allaient en 4e ou 5e set parce que les athlètes ils relâchaient un peu la pression sur eux-mêmes parce qu'ils avaient gagné les 2 premiers sets en fait. Et pour le coaching, je pense que pour les joueurs de simple, ça va vraiment être quelque chose qui va changer. Après, pour nous, les joueurs de double, c'est vrai qu'on est déjà 2 sur le terrain. Ouais, faut vous parler Donc beaucoup. on peut déjà discuter beaucoup ouais. plus et même tactiquement, je veux dire, si on n'a pas les mêmes idées, on peut quand même partager avec quelqu'un pour pouvoir avancer dans le match. D'accord. Le service, toi, tu es plus Le particulièrement service, moi, concerné. j'ai pas encore joué beaucoup avec parce que j'ai pas fait les 2 premiers tournois. Là, à Orléans, j'ai pas joué longtemps, donc c'est quelque chose qui doit être amélioré, je pense. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de services longs qui posent problème parce que il y a cette règle de hauteur qu'on peut jouer avec et c'est là où les athlètes jouent le plus pour l'instant. Ouais, on voit des choses un petit peu, Oui, des on voit des services choses fliqués, qui avant n'étaient pas autorisées et aujourd'hui le sont devenues. Et après, c'est des choses à travailler et où l'athlète doit se préparer aussi. Ouais. À retourner ce genre de service et se préparer vraiment pour pouvoir jouer avec ces règles-là.
Fabrice, on voit une évolution des règles au niveau international, il y a un impact direct, et tu l'évoquais tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut imaginer que tout ça, ça va être mis en place avec les interclubs, les petites structures? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Est-ce qu'il faut se fondre sur la règle internationale obligatoirement? Ou est-ce qu'il peut y avoir un badminton à 2 vitesses avec les stars et leurs règles et puis des règles qui sont adaptables? On parle du service notamment qui est sans arbitre et absolument très difficile à juger. Je pense qu'il y a deux, comme tu le dis, il y a deux cas de figure. Il y a le cas du scoring où, là encore, tu peux avoir 2 hypothèses. Il faut distinguer le bad compétiteur et le bad loisir. Le bad loisir, on est en train de réfléchir sur des nouvelles offres compétitives à la fédération pour avoir des tournois qui durent moins longtemps, qui soient plus conviviaux, accessibles plus rapidement, à proximité. Donc là, les tournois sur une journée, voire sur une demi-journée. Quand on voit que les gamins au foot, au basket, au rugby, ils ont dès 10 ans, ils ont un match tous les week-ends. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver ces formules-là, et c'est pas en tenant les parents dans le gymnase pendant 2 jours que ça va être vendeur. Donc il y a une réflexion autour de ça, qui implique, je pense, une réflexion autour du scoring. Parce que le scoring, là, peut être différent. On est en train d'expérimenter le système de la ronde italienne, c'est-à-dire les relais, des choses comme ça, par équipe. Donc il y a des tas de réflexions autour de ça, où là, je pense qu'on est complètement indépendant de ce que fait la Fédération internationale. C'est juste promouvoir le badminton dans l'esprit de convivialité. Ça, chacun peut décider. Voilà, du moment exactement. Que c'est pas il y a la formule bien connue de certains licenciés qui s'appelle le Promobad, qui est fait pour ça. C'est pour que tout le monde puisse jouer avec tout le monde, sous des formes qui sont décidées. Il n'y a pas besoin de juge arbitre automatiquement. Enfin, c'est un peu plus de liberté. Après, moi, je pense que le badminton de compétition, tout ce qu'on articule, tout le travail de la fédération, ce que font les mecs au quotidien, c'est pour accéder à la plus haute performance. Leur objectif, c'est la médaille olympique. Donc là, je pense que dès le jeune âge, quand des gamins sont partis sur cette trajectoire-là, il faut se fondre, prendre l'habitude un tout petit peu de ce qui se fait, à l'échelon le plus haut. Parce que sinon, ça fait, comme je le disais, eux-mêmes, pourtant, ils s'entraînent 2 fois par jour. Il faut se rendre compte qu'ils s'entraînent 2 fois par jour. Ça fait 6 heures par jour. C'est des gars qui font que ça, à côté de... Donc, beaucoup d'investissements. Et pour eux, déjà, c'est comment on va pouvoir l'appréhender. Il y a des questions autour de ça. Donc, moi, je pense que l'éducation de nos futurs jeunes talents, ça passe par un système qui est assez uniforme, au moins dans le monde compétitif. D'accord. Bon, en tout cas, vous aurez des informations sur l'évolution du scoring. Ce n'est pas encore voté. Ce sera au mois de mai à l'Assemblée générale de la Fédération internationale, de même que les autres règles. Donc ça va mettre un petit peu de temps aussi. La Fédération va sans doute mettre en place des outils d'accompagnement des championnats locaux, etc. Donc, alors, il y a eu beaucoup d'interrogations quand on a lancé les idées des débats, les règles. C'est vrai que ça change beaucoup de choses au quotidien pour les gens qui font des tournois le week-end. Donc tout ça, ça va être accompagné et comme tu disais, avec la possibilité peut-être d'avoir un badminton à deux vitesses. On va passer au deuxième débat et parler de l'équipe de France et des résultats. Paul, tu vas nous faire nous dresser un petit tableau de ce qui s'est passé, surtout depuis les 2 dernières années. Normalement, le micro doit marcher, donc c'est bon, on a récupéré ça. Donc un petit rappel historique de ce qui s'est passé pour l'équipe de France depuis 2016. Oui, donc sous l'ère GA2, depuis l'annonce de son arrivée en 2015, on retient notamment le parcours de l'équipe masculine au championnat d'Europe, titré en argent en 2016 et en bronze en 2018. Un peu plus compliqué chez les filles qui n'ont pas une médaille sur ces deux éditions. Et aussi les quarts de finale en 2017 en Europe mixte. Pardon. Ouais. Ensuite, sur le plan junior, on a eu les perfs évidemment de Thomas Junior Popov, ouais. son doublé historique l'année dernière. Alors, une petite info dans l'oreillette, en merci. Direct. Ronan et Audrey ont gagné. Donc, tu ne verras pas la fin du match, mais quelque part, ça se passera mieux à la maison ce soir. Voilà, donc l'information, Ronan Labarre et Audrey Fontaine qui sont à côté. On a quelques mètres là des terrains. Ils viennent juste de gagner leur match de mix.
On t'a coupé. Oui, vas-y, donc, tu peux on parlait du reprendre. palmarès de l'équipe de France depuis 2016. Donc chez les juniors, on parlait du doublé de Popov ainsi que le titre par équipe. Ensuite, sur la scène internationale, il y a eu la Thomas Cup et le Burr Cup en 2016. Ça a été un peu plus compliqué. Les Français chez les garçons ne sont pas sortis de poule, tandis que les filles n'ont pas participé. Mais cette année, elles font partie des équipes qui seront présentes à Bangkok. Donc, Fabrice, déjà, un petit point. En 2015, on a annoncé en grande pompe l'arrivée de Peter Gadeux. Alors, tout le monde a des étoiles dans les yeux. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable d'avoir quelqu'un comme lui qui arrive. Avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans et demi? Qu'est-ce que ça a changé pour les joueurs qui sont dans l'équipe de France? On va en parler avec eux. Mais plus globalement sur l'équipe de France, le badminton français en général, sachant que voilà, ça arrive à sa fin là d'ici quelques semaines. Ce que ça a changé principalement, alors là encore, les joueurs, c'est plus à eux de répondre, mais moi j'ai mon œil de l'extérieur. Mais ce que ça a changé pour le badminton français, c'est que ça a tout structuré. C'est-à-dire que maintenant, c'était l'ambition de Peter d'ailleurs, et je pense que ça a été un succès. On a une marque Badminton France qui est déclinée du bas des clubs à venir, des écoles de bas dans les clubs, des clubs à venir, Pôle Espoir, Pôle France Jeune, etc., jusqu'à l'INSEP. Il y a des lignes directrices qui ont été tracées. On a pris l'habitude de travailler ensemble, beaucoup plus qu'on ne le faisait auparavant, parce qu'il y avait la notoriété, et le charisme et l'expérience, la compétence, tout ce qu'on veut de Peter, qui a permis de fédérer. Et on sent vraiment qu'il y a une grosse différence maintenant. C'est des gens qui travaillent ensemble pour aller vers un seul objectif, c'est faire en sorte qu'on puisse briller au niveau de l'international. Donc ça, c'est le gros point positif de ce qu'a apporté Peter d'un point de vue très global au niveau de la Fédé. Après, moi, quand je regarde, bon, bien sûr, de temps en temps, je m'amuse à regarder des anciens matchs de Boots, de tous les garçons, et on regarde comment ils évoluaient il y a 3-4 ans, et maintenant, le même joueur, techniquement, il y a eu un changement énorme. Je trouve que tous nos joueurs ont grandi sur le terrain, on a l'impression qu'ils sont grands. Ils sont craints. C'est une question de confiance déjà à la base avec l'arrivée de quelqu'un comme ça. Oui, je pense que c'est une question de confiance, mais c'est surtout une question de rigueur. Moi, il a montré énormément de choses aux joueurs, et je pense que ça restera quelque chose d'unique dans la façon dont il les a fait progresser. Mais il leur a montré la voie par la rigueur qu'il avait au quotidien, c'est-à-dire qu'il était toujours derrière eux. Il n'admet aucune erreur sur le terrain, c'est incroyable. Donc parfois c'est dur, hein. Parfois c'est dur pour eux parce qu'ils ont l'impression de bien faire, mais il est toujours derrière eux à la recherche de l'excellence. On l'a connu nous un peu quand il était joueur, il était déjà comme ça. Et je pense que ça a vraiment apporté quelque chose d'important pour eux, mais de la même façon pour les entraîneurs qui bossent avec lui. Parce que les entraîneurs n'osent plus laisser passer la séance. S'ils voient une erreur, maintenant, ils sont tout de suite dans corriger cette erreur, échanger avec l'athlète. Donc je pense que de ce fait-là, c'est vraiment là où on a progressé le plus. Après, Peter s'en va. Nous, on a décidé... Ça ne veut pas dire qu'on remet quelque chose on ne fait pas une révolution. Nous, on a envie de continuer à mettre en place ce qu'il a fait pendant ces 3 ans. Donc, il y a un héritage qui se Voilà, il y a un héritage. C'est quelque chose sur lequel personnellement, je mène un tout petit peu les histoires de recherche de coach en ce moment, mais c'est quelque chose pour lequel on échange beaucoup avec les joueurs. Je ne me vois pas porter ça seul. Je pense que c'est avant tout leur projet, c'est leur vie. Donc ils doivent être impliqués là-dedans. Donc ils auront leur mot à dire dans la... Ils ont leur mot à dire. C'est un échange permanent. Enfin, j'espère qu'ils en ont l'impression. On va le savoir dans Non, mais tout à fait. Mais c'est un échange permanent. Les décisions qui sont prises pour la suite sont faites après la concertation qu'on a pu avoir. Bien sûr, il y a la fédération, les élus, etc., qui sont partie intégrante de ça. C'est obligatoire et c'est normal.
Mais y compris dans l'état d'esprit du DTN, du président, c'était quelque chose qui devait se faire avec eux. Donc on est en partage au quotidien. Je vous donnerai un tout petit peu tout à l'heure des infos, ce que je peux vous dire. Mais on va continuer, on tourne pas la page GA2. On ne l'arrache pas et puis on dit voilà, on écrit une autre chose. Non, on fait du GA2, on continue à s'inspirer de lui. Il sera toujours centre ressources pour nous, parce qu'il va se baser sur le Danemark. Il ne part pas sur une équipe nationale. Il va rester au Danemark. Donc il est toujours... moi, je vais lui demander s'il avait toujours la possibilité d'être une ressource pour nous, pour envoyer Boots en stage pendant une semaine, Lucas, une coopération comme ça. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, parce qu'il est proche des mecs et des filles. Donc j'espère, en tout cas c'est pour ça qu'on travaille, et d'ailleurs en disant j'espère, il faudra aussi parler d'Jesper, j'espère que c'est quelque chose qui va les faire encore avancer plus vite. C'est-à-dire pour moi, ça ne doit pas être un stop dans leur progression, ça doit être au contraire, il les a aidés à passer à l'âge adulte, dans leur badminton adulte, et maintenant ils doivent acquérir en maturité pour aller crever tous les plafonds, chose qu'ils ont commencé à faire. Alors on va demander aux joueurs justement déjà d'une part l'impact un petit peu de l'arrivée de Peter dans votre quotidien, non seulement sur le court, la confiance, etc., mais aussi de manière humaine, parce qu'on parle de rigueur, c'est quelque chose qui était peut-être pas aussi implémenté, pas aussi classique en France. Comment est-ce que vous avez vécu cette révolution de l'intérieur, tous les deux? Alors ouais, donc je partage un peu, même beaucoup ce qu'a dit Fabrice. C'est vrai qu'il a apporté énormément de rigueur au quotidien, que ça soit sur le terrain, mais aussi beaucoup dans les détails qu'il y a hors du terrain. Et je pense que c'est la chose principale que je vais retenir un peu de ces 2 ans et demi. C'est d'à côté, ce qui se passe en dehors des cours? Mais même sur le court, évidemment. Même, on peut dire plus sur le court, parce que voilà, on sait ce qu'il a été en tant que joueur et ce qu'il a pu nous apporter sur le terrain. Mais même en dehors du cours, toute cette rigueur et cette discipline qu'on doit avoir, et qui, en gros, ouais, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. C'est-à-dire que tout doit être calculé, hein. On va dire, tout doit être calculé. Et le but, c'est d'aller au plus haut niveau, et il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est que des petits détails que tu dois mettre les uns après les autres, et c'est ça qui va te faire réussir. Et ce qui nous a apporté sur ce côté-là, cette rigueur-là, je pense que c'est ça qui nous a fait beaucoup progresser. Ouais. Grandir aussi en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Et ouais, c'était un gros plus pour nous, de cette rigueur qu'il a apportée. Moi, j'apporte aussi le côté technique. Je sais que personnellement, c'était peut-être pas mon point fort. Ça n'est peut-être pas toujours aujourd'hui, mais mieux, ça c'est sûr. Hein. mais j'ai senti une grosse évolution depuis qu'il est arrivé, et ça m'a fait beaucoup de bien dans mon jeu. Ça m'a aidé beaucoup à mettre beaucoup plus facilement en place des tactiques sur le terrain. Et c'est vraiment un gros secteur qui m'a permis de progresser. Ouais. Gaëtan, ton opinion là-dessus? Moi, je suis tout à fait d'accord, hein, c'est vraiment la rigueur. Après, moi, c'est vrai que pour ma part, j'étais beaucoup blessé sur la période où il a été là, puisque je me suis rompu un tendon au niveau du pied 6 mois après son arrivée. Donc, c'est vrai que frustrant parce que voilà, le niveau de jeu commençait vraiment à être là. Avec Émilie, on commençait vraiment à faire de bons résultats. Mais donc voilà, techniquement, je vais pas trop en discuter parce que j'étais pas beaucoup sur le terrain pendant qu'il était là, mais après je trouve qu'il a beaucoup aidé sur le à côté du terrain, parce que à l'INSEP on a un super centre, mais on n'utilisait pas toutes les ressources. Et en fait, depuis qu'il est arrivé, il a essayé de chercher le moyen d'améliorer tout le monde sur la nutrition, sur la préparation physique, au niveau médical, récupération, et en fait du coup il a montré aux athlètes que le centre national à l'INSEP, c'était un centre avec des ressources qu'il fallait utiliser à fond, parce que c'est fait pour nous. Et voilà, je pense que c'est là où il a apporté beaucoup à cette équipe. D'accord. Vous êtes triste, j'imagine, de le voir partir, même si du coup il y a aussi le côté rigoureux qui doit être un peu pesant à force d'être derrière tout le monde pour tous les détails. Il va y avoir un côté un peu relax, mais peut-être aussi une perte de repère. Je pense que personnellement, c'est une petite déception de le voir partir. Après, il a ses raisons et on les comprend. Ça a été un peu difficile forcément au début, toute cette rigueur qu'il a mise en place sur les premiers mois, parce que j'étais pas comme ça, j'étais pas aussi rigoureux qu'il demandait. Et je pense que c'est grâce à ça que
on a pu progresser autant avec lui au bord des cours. Donc ouais, c'est une petite déception de le voir partir parce qu'il nous a apporté beaucoup. Après, comme l'a dit Fabrice, il part, mais pour autant, on va quand même continuer à faire du GA2. Les coachs qui sont en place, ils ont été là avec lui pendant. Ils ont été formés par l'école. Peter. Ouais. Et du coup, on va continuer à faire ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi. Et pour autant, voilà, on va continuer dans la même direction. Après, c'est à nous d'être bons et d'être rigoureux au quotidien. Aussi, ouais. Fabrice parlait de concertation, c'est nouveau ça, des joueurs qui sont concertés pour choisir entre guillemets un coach aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui du coup vous sent être plus mûr et avoir en main vraiment votre carrière? Est-ce que vous le ressentez déjà que vous êtes concerné et qu'on vous demande votre avis? Non, mais surtout c'est appréciable parce que voilà, on sait quand même que l'athlète il est quand même au centre du projet aujourd'hui et on trouve que le fait que la Fédé vient vers nous pour demander un peu nos avis sur est-ce que c'est mieux de partir dans cette direction, est-ce que c'est mieux de partir dans cette direction avec ce coach-là, c'est appréciable parce que après c'est nous qui allons l'avoir au bord du terrain et c'est avec nous qu'il va traiter beaucoup pour nous amener au plus haut niveau. On va parler de Jesper un petit peu aussi, qui a fait un gros boulot. On le rappelle, Peter Gadeux était en charge des équipes de France, certes, directeur de la performance. Il n'était pas là tout le temps. Il avait des périodes où il retournait au Danemark. Et par contre, Jesper Hogarth, qui lui était là tout le temps et qui a suivi notamment les doubles. Et j'en parlais à certains des joueurs de l'équipe de France et ils me disaient en fait, Gadeux, il ne sera pas là, mais celui qui va vraiment nous manquer, c'est Jesper. Alors est-ce qu'on peut dire un petit mot du travail qui a été effectué par ce deuxième coach danois qu'on ne connaissait pas du tout il y a 2 ans avant que Peter ne l'emmène dans sa valise avec lui? Alors Jesper, oui, c'était un pari au départ, puisque même Peter le connaissait pas très bien. Et non, c'est vrai, il avait entendu dire que c'était quelqu'un de bien, etc. Et il m'a dit j'ai peut-être quelqu'un au moment où on a commencé à monter l'équipe. Boots parlait de déception par rapport à Peter. Oui, c'est sûr qu'on est déçu lorsqu'on s'est aperçu que les chemins allaient diverger. On était un peu déçus. Moi, je suis vraiment déçu sur Jesper aussi, parce que c'était le quotidien, Jesper. Ouais. Et c'était aussi la rigueur au quotidien. Mais comme il était au quotidien, c'était à la rigueur aussi, il y avait une grosse partie d'échange avec les joueurs. Ouais. Il est parti énormément en compétition. C'est incroyable ce qu'il a fait pendant 3 ans en termes de compète. Et il a beaucoup échangé avec les joueurs de double principalement, mais aussi avec les joueurs de simple, parce qu'il s'impliquait sur tout le collectif. Et moi, j'aurais souhaité, c'est pas un secret de Polichinelle, donc, c'est un secret de Polichinelle justement, j'aurais justement souhaité au moment où le départ de Peter a été acté que Jesper restera avec nous pour prendre les rênes. Bon, sa situation familiale était pas facile parce qu'il a sa femme et son jeune enfant là-bas. Il est parti sur un autre projet. Mais comme Peter, pour moi, c'est quelqu'un qui a construit les bases de quelque chose de différent en double. Et notamment la belle médaille de bronze de Ronan et Audrey l'année dernière. Je pense qu'il y a des moments où ils se sont posés des questions, pareil sur la rigueur, au quotidien c'était pas facile, mais cette médaille-là, le jour où Ronan et Audrey l'ont gardée, ils sont tout de suite retournés vers Jesper en lui disant merci mec, celle-là on tournera un gros morceau. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie chez eux aussi, c'est que aujourd'hui, au championnat d'Europe, à l'entraînement au quotidien, ils sont toujours à fond. C'est-à-dire qu'ils sont pas partis. Ils savent que dans 1 mois, ils ne seront plus là, mais ils sont toujours à fond, ils bossent. Je concerte les joueurs, je les concerte aussi pour la suite, parce que c'est des personnes avec qui on travaille, avec qui on a... Alors, quand on travaille avec Peter tous les jours, je vous garantis qu'on s'engueule souvent. C'est parfois, parce qu'il est... Parfois on s'engueule, mais au moins les choses sont dites. Les choses sont dites et ça permet d'avancer. Mais en tout cas, en ce moment, on échange beaucoup sur l'avenir, sur comment continuer à créer des passerelles, sur les options que nous, on pense prendre, que les joueurs aussi partagent un tout petit peu sur faire du GA2 en essayant de l'améliorer encore un tout petit peu. Voilà, on est dans ce partage-là et c'est vraiment enrichissant. Et je pense que c'est porteur. Voilà.
Alors les pistes, voilà, parce Les que pistes. là ils sont doublement Les orphelins. Ils sont doublement orphelins. Voilà, on a 2 coachs qui sont quand même très présents, qui partent d'un coup. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on fait avec les coachs qu'ils ont formés Alors pour Florent l'instant? Chaillet reprend le rôle d'entraîneur national de D'accord. simple. C'est parfait. Et il est Vous avez le secondé, scoop, voilà, le et président de la secondé fédération. par Philippe Limousin sur les doubles. Et ça commence le premier. Non. En fait, on est parti au départ sur recruter 2 personnes, recruter un entraîneur de simple, un entraîneur de double, ne pas être obligatoirement sur une structure avec un head coach, être plus sur des groupes comme ça. Ça, c'était l'idée de départ. Donc, on a commencé à interroger des entraîneurs qu'on connaissait sur ce projet. Il y a eu des pistes successives qui se sont déclarées, certaines portes qui sont ouvertes, d'autres qui sont refermées, enfin tout un tas de réflexions. Au final, aujourd'hui, 1er mai, alors je ne sais pas si c'est 1er au 1er juin parce qu'on est dans des délais administratifs. Je peux l'annoncer parce qu'on est en train de travailler dessus et je pense que maintenant quasiment tout le badminton français le sait. On est en direct, donc Voilà, tout le badminton français le sait. Baptiste, tu m'excuses si tu ne l'as pas annoncé à tout le monde. Baptiste Carême va venir nous rejoindre en tant qu'entraîneur de double. C'est quelqu'un qui connaît lui aussi bien la méthode GA2 puisqu'il a travaillé avec Peter et Jesper, qui connaît bien les athlètes. Il a fait le break nécessaire pour prendre un peu de distance. Justement d'avoir un ancien copain comme entraîneur là, parce qu'il y en a de l'équipe de Oui, France il y en a qui sont très proches de lui, qui ont bien joué. La force de ça, c'est que Baptiste a conscience de ses forces, mais a aussi conscience de ce qui peut être des faiblesses, et que tout de suite, il s'est dit, bon, il y a certains domaines où il va falloir que je sois accompagné, que vous m'aidiez, notamment un peu sur la planif, sur ce genre de choses. Mais il y a des domaines où j'ai pas du tout d'inquiétude. Il est très conscient de sa proximité. Alors Gaëtan a joué longtemps avec lui, il y a Ron aussi qui a joué pas mal avec lui. Donc, c'est bizarre d'avoir son copain comme coach. Il est conscient de ça, mais je pense qu'il va tout de suite prendre ses distances et je suis pas persuadé qu'il soit fréquemment sur les soirées ou même à l'enterrement de la vie de garçon de Gaëtan, là, qui est un des grands événements de l'équipe de France qui va arriver dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est une piste qui est actée. Une piste qui est actée. Baptiste nous rejoint 1er mai, 1er juin. On verra en fonction des temps administratifs de la fonction publique. Il y avait un deuxième poste. Donc c'est un poste sur lequel là aussi on a beaucoup échangé avec les joueurs. Aujourd'hui, on est plus ou moins tombé d'accord sur le fait que les différentes solutions qui s'offraient à nous ne nous donnaient pas toutes les garanties et qu'on préférait se mettre dans une position d'attente et de regarder un peu quels sont nos vrais manques. C'est-à-dire qu'est-ce qui manque concrètement, est-ce qu'il y a des manques déjà d'une part, parce que quand même l'équipe a été renforcée au mois de janvier avec l'arrivée de Maxime Michel, qui fait un super boulot, qui a vraiment apporté quelque chose, une dynamique positive aussi. Il est là, d'ailleurs. Oui, il est là, tout à fait. À l'INSEP, donc il restera donc Baptiste qui sera là. Il y a Thibaut, Pillet, Zhou Yunling, Maxime Michel et Joran qui est sur la préparation physique. Il y aura un coach supplémentaire, c'est sûr. Mais pas maintenant, on ne se presse pas. Mais pas maintenant. Moi, j'ai eu l'impression, en partageant avec les athlètes, en partageant avec les personnes à la fédération, que si on se précipitait, on ne ferait pas obligatoirement le bon choix. Donc moi, c'est important qu'on regarde comment ça vit, que les athlètes, les garçons, les filles viennent me voir en disant Fab, je pense que c'est plutôt par là qu'il faut aller. En fonction de ça, il y a des portes qui sont toujours ouvertes. On est toujours en contact avec des entraîneurs potentiels. À l'étranger aussi. À l'étranger. On est toujours en contact avec des entraîneurs potentiels. Est-ce que ça va se finaliser en septembre? Est-ce que ça va se finaliser en janvier? Je ne sais pas. Ça sera à peu près dans ce délai-là, en fonction de la vitesse à laquelle on s'aperçoit de la direction dans laquelle il faut aller. C'est quelque chose qui vous va, vous on attend, il y a Baptiste qui arrive
Oui, parce que je pense qu'il faut mieux ça que se précipiter. de faire le mauvais choix. Ouais. Parce que voilà, et c'est vrai que là, on a un groupe déjà de 3-4 entraîneurs, plus Baptiste qui va arriver. On a quand même un gros groupe d'entraîneurs. Et je pense que c'est vraiment mieux d'attendre un petit peu, voir comment cela va se dérouler, ce qu'on aura besoin. Est-ce qu'il va manquer quelqu'un chez les doubles pour Eddy Baptiste? Est-ce qu'il va falloir renforcer l'équipe de simple? On Est-ce se qu'il laisse va, un petit peu de voilà, temps on se pour laisse un petit peu voir, de temps pour réfléchir. D'accord. On va évoluer un petit peu. On parle de Baptiste, on parle aussi du statut du joueur. Ça fait partie des questions que vous vous posez sûrement, peut-être pas encore tout à fait maintenant, mais le statut du joueur professionnel en France, il est tel qu'aujourd'hui, quand on a 16-18 ans, on se dit est-ce qu'on va faire du badminton sa carrière? Est-ce qu'il faut continuer des études à côté? Est-ce qu'aujourd'hui, très concrètement, c'est surtout à vous que je pose la question, est-ce qu'on peut vivre du bad? Est-ce qu'on peut être joueur de badminton professionnel et ne faire que ça? Lucas? Très bonne question. Fais gaffe, j'ai ma ligne pour les aides perso. D'accord, ok. Alors oui, non, ça veut dire quoi vivre du bad? C'est gagner correctement voilà, sa gagner vie, pour avoir correctement un sa vie. appartement, payer ses factures. Voilà. À l'heure actuelle, je pense qu'au niveau français, il faut être dans les meilleurs français si on veut vivre du C'est-à-dire bad. être le top 5, top. Je peux parler du vendu. simple. Dans mon cas, j'ai envie de dire à peu près le top 5. Après, je sais pas trop au niveau des sponsors et des choses comme ça. Pareil, voilà, avec la fédération, il faut être à l'INSEP. Je pense que ça. Il y a des tournois qui sont payés par la fédération où on est aidé. Donc, il faut être dans un top français pour vivre correctement du bad. Ça, c'est certain, en tout cas en simple. Et on peut faire que ça? Ne penser que ça, pas imaginer avoir une carrière parallèle parce que on n'est jamais à l'abri de sortir de ce top 5. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri, on est d'accord, dans le sport on n'est jamais à l'abri, donc il faut faire attention à ça. Il faut aussi préparer sa reconversion, comme dans n'importe quel sport, même si on peut dire que, je sais pas, le tennis, on va gagner beaucoup plus d'argent qu'au badminton, mais pour moi, ce qui est important au badminton, c'est vraiment penser à ce que tu vas faire après, parce qu'on sait très bien que pour l'instant, financièrement, c'est pas le sport où tu gagnes le plus, mais à l'heure actuelle, on peut vivre Le temps de la carrière. on peut vivre en le tout temps de la cas, carrière. ouais. En tout cas en simple, je veux dire dans mon cas, je peux pas parler pour les doubles, mais on peut vivre du badminton. Après, c'est quand même compliqué parce qu'il y a forcément toujours l'aide du club, heureusement. C'est club, La famille, sponsor, la Club, fédération. sponsor, et fédération puis, principalement, et la famille aussi, avant Ouais. tout. Hein, c'est eux qui sont là, qui sont les précurseurs. Donc c'est vraiment ces quatre bases-là qui nous permettent de vivre correctement du badminton. Mais il ne faut pas oublier la famille, pour moi c'est le plus important. Personnellement, voilà, ils sont là pour m'aider dans ma carrière. Est-ce que c'est pas paradoxal de se dire que la famille, quand on est sportif de haut niveau, de se dire j'ai besoin de ma famille pour être sportif de haut niveau? Il y a un côté paradoxal un petit peu, parce que c'est pas que soi, c'est pas que sur ses résultats. Du coup, si on s'appuie sur des choses qui sont externes à... Après, les résultats, on les fait pas seuls. Hein. C'est sûr qu'on est les seuls sur le terrain, C'est mais sûr. les résultats, ils sont faits parce que on a les gens derrière qui sont là pour nous encourager, pour nous aider, pour nous conseiller. Tu parles d'appui financier ou d'appui psychologique là? Psychologique à la base. Psychologique à la base, d'accord, on est d'accord. Psychologique. à la Après, je pense que quand Boots parle des familles, devenir un joueur de badminton et arriver au niveau de performance de Gaëtan, de Lucas, c'est au départ beaucoup d'investissement de la famille. Parce que mettre un jeune, offrir à un jeune un parcours vers le haut niveau, c'est quelque chose qui coûte assez cher aux familles, on en est conscient. La fédération essaye de faire au mieux pour accompagner, mais ça reste quelque chose et le soutien de la famille, comme l'a dit Lucas, est important. Maintenant, oui, les joueurs arrivent à vivre. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à capitaliser, je pense. Ouais. C'est-à-dire on est toujours sur les problématiques de l'après. retraite, voilà, de comment faire après. Donc la situation s'améliore. Je répète ce qu'a dit Lucas, sans le soutien des clubs, ça serait impossible. Les clubs sont des acteurs fondamentaux de cette la solidarité ou la collaboration, la coopération entre les clubs et la fédération est fondamentale par rapport à ça. Sinon, il n'y aurait pas de sport possible pour Avec les. la difficulté aussi maintenant d'un calendrier qui est quand même surchargé pour les joueurs de l'équipe de France et qui se baladent partout pour faire des points avec en ligne de mire les Jeux Olympiques et les clubs qui grincent des dents en disant ouais, mais c'est nous qui payons la grande partie du salaire des joueurs et puis ils s'en vont, ils sont pas là pour les rencontres. On essaye d'être C'est un intelligent. souci. On essaye d'être intelligent en participant la fédération. Moi, je travaille à la Fédé, hein, donc
nous demande à la DTN de les aider à faire le calendrier. Donc quand on fait ça, on met tous les collectifs les uns à côté des autres, l'équipe de France senior, les juniors, les cadets, voire même les minimes, quoique les minimes ne sont pas concernés par les interclubs. Et on essaye de faire en sorte qu'ils ne soient pas lésés et qu'ils puissent rendre l'appareil à leur club. Mais comme tu dis, il y a toujours des périodes où c'est plus compliqué, quoi. La période de qualif olympique, les clubs, ils savent qu'ils investissent à perte sur cette année-là. Mais il y a aussi beaucoup de retombées. Si Lucas fait les jeux, pour Talence, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, c'est vraiment cette coopération qui est fondamentale. Après, il faut continuer à développer, chercher les partenaires, il faut continuer à travailler parce que quand tu vois les sommes d'argent qui sont maintenant sur le circuit international, ça a considérablement évolué sur cette année. Ça, c'est un bon point. De voir le prize money qui augmente comme ça va permettre de voir un petit peu plus. Voilà, je pense que ça va aller en s'améliorant. On a des questions des internautes, notamment sur le statut des joueurs, sur le côté est-ce qu'on peut être indépendant. Paul, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont des questions de nos internautes? On avait plusieurs questions, notamment sur le double cursus entre les études ou le travail et le BAD. Est-ce que c'est possible? On a plusieurs exemples de joueurs. Chez les jeunes, on a Léonis Huette, la locale orléanaise, championne de France, qui a dû renoncer à une tournée en Asie pour réviser son bac. Donc comment on arrive à gérer un peu les deux, que ce soit les études en junior ou alors les garçons, comment est-ce que vous avez réussi à jongler un petit peu avec… Pour moi, déjà, le double projet, c'est toujours une partie très importante. Parce qu'aujourd'hui, si j'avais pas quelque chose à côté où je peux m'investir autant que dans le BAD, je pense que j'en serais pas là. Parce que j'ai besoin de cet à côté pour me sortir un peu des moments quand ça va pas sur le terrain, mais aussi des moments quand ça va bien, de me dire voilà, il me faut quelque chose à côté pour pouvoir avancer. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je serai pas joueur de badminton professionnel jusqu'à 70 ans. Parce que je pense que mon corps me dit, je pense que mon corps dira stop, mon corps dira stop avant. Ouais, mais comme tu as eu plein de temps de pause, toi, peut-être que tu vas durer un petit peu plus longtemps. J'ai besoin de savoir que derrière, j'ai quelque chose. Ouais. J'en parlais encore beaucoup avec Audrey parce qu'aujourd'hui elle est diplômée. Elle sait que s'il lui arrive quelque chose dans sa carrière de sportif, elle a quelque chose à côté. Elle peut aller travailler, elle peut gagner sa vie et du coup elle sait qu'elle peut s'investir vraiment maintenant à 400% dans son sport. Et que s'il y a quelque chose, si les résultats ne suivent pas, s'il y a des blessures importantes, c'est un coussin filet. Voilà, elle a sa solution de secours et je pense qu'aujourd'hui c'est très important. On en profite pour féliciter Gaëtan puisque vous l'avez appris par Fabrice tout à l'heure. Ils vont donc se marier, donc félicitations. C'est quand la date? Le 18 août. 18 août, on a encore quelques semaines. Une autre question, notamment par rapport aux joueurs qui sont hors structure. On se demande, il y a beaucoup de gens qui se disent… Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'être aujourd'hui hors structure et de performer? On pense aux frères Popov qui s'entraînent hors cadre fédéral. Alors pour l'instant, ça leur sourit, mais est-ce que c'est une solution qui peut perdurer dans le temps? Être indépendant, oui, bien sûr, c'est possible. Le cas, on a quand même Brice qui est hors structure, même si… il y a eu une période compliquée, c'est connu de tout le monde, mais maintenant ça se passe très bien. Brice est un membre éminent de l'équipe de France, c'est un de nos leaders. L'ambiance dans l'équipe de France, chez les mecs, on ne les appelle pas les cinglés pour rien, c'est vraiment une super ambiance. Brice sait que la porte lui est ouverte, il peut venir de façon continue, de façon temporaire, il peut venir… un peu comme ça sur une séance, il le sait, il a commencé à l'utiliser, donc il y a de très bonnes relations avec Brice. Moi je pense qu'un joueur comme Brice, indépendant, mais malgré tout la fédération doit l'aider parce que c'est l'image du badminton français lorsqu'il est sur les terrains, donc d'une façon, la fédération doit l'aider et on est en train de réfléchir à quelque chose par rapport à ça. Après, moi, je diffère le cas de Brice par rapport au cas des plus jeunes. Brice, c'est quelqu'un qui a fait quand même un parcours dans les structures jusqu'à 28-29 ans. Donc, qui a beaucoup d'histoire, beaucoup d'expérience, qui
qui est aussi proche de son coach, de Bertrand, avec qui il a vraiment un gros partage et une relation forte, donc qui lui permet de bien avancer. Mais il a tout ce background qu'il a eu pendant toutes ces années. Je crois qu'au niveau des jeunes, c'est un tout petit peu différent. Il y a un moment où ce passé, je parle de Tommy par exemple, Christo est encore jeune, mais il pourrait venir. Je parle de Tommy, Christo ou d'Arnaud. Je pense que pour venir, se passer de l'adversité au quotidien, du sérieux, du professionnalisme de Lucas, de Lucas, de Thomas, de la compétence des entraîneurs, de tous les services que Lucas mentionnait au niveau de l'INSEP. Il y a un moment où ça va freiner leur progression. Ça va être un passage obligé. Et je pense que, alors, c'est vrai que c'est difficile, hein, c'est quelque chose de quitter aussi le cocon familial, la proximité, pour se retrouver dans un monde où on est seul, on est un peu livré à soi-même. Je comprends que ce soit pas difficile. Donc c'est à nous de nous adapter, de ne pas être strict, de ne pas être con et de ne pas appliquer quelque chose stricto sensu, donc de faire preuve d'ouverture. Mais je pense que envisager des résultats olympiques et mondiaux comme on le fait, nous, aujourd'hui, c'est pas un scoop, on essaye de se projeter dans une organisation qui peut nous amener vers un podium olympique en 2024. C'est l'objectif. Donc on part dans cette dynamique-là. Envisager ça, c'est quelque chose qui doit se faire avec intelligence, avec une part d'autonomie chez les athlètes, c'est-à-dire qu'ils doivent être acteurs de leur projet, mais c'est aussi quelque chose où on doit utiliser au mieux ce qui se fait sur le plan national, et je pense que là, les structures peuvent apporter un côté positif. Après, c'est mon avis. Bon, de toute façon, je ne vais pas dire le contraire, parce que je suis en charge du haut niveau en France, je ne vais pas vous dire qu'il faut... Mais sincèrement, c'est quelque chose auquel je crois. C'est possible. Bon, voilà. C'est bien. On va avancer parce que le temps tourne et on a un invité surprise qu'on aimerait avoir vite sur le plateau. Juste avant de nous quitter pour cette partie du débat, je voudrais que vous commentiez très rapidement des images que vous allez voir sur l'écran là. Et toi, c'est pas une très très belle image, mais c'est pour savoir un petit peu l'émotion. Alors, là, c'est un petit peu tout le monde. Fabrice, peut-être. Mais c'est il y a quelques semaines. Ouais. C'est une médaille de bronze. Hein. Une médaille de bronze. Ouais. Moi, parce que non, pour moi, c'est la concrétisation, la confirmation du résultat d'il y a 2 ans. Même si la couleur de la médaille n'est pas la même. L'argent il y a 2 ans et le bronze. Les mecs ont montré que maintenant ils répondent présent, ils sont là, et que quand on va à une compétition comme ça, on y va pour aller chercher la plus grosse. Bon, la photo d'après pour Lucas. Alors, bon souvenir forcément. Ouais, très bon souvenir, forcément. Là, comme ça, juste pas très bon souvenir. Ça fait... C'est lourd à porter un titre de champion de France ou ça galvanise Non, c'était juste un soulagement après 3 finales perdues. Ouais. Enfin, on se dit enfin. Ouais. Donc non, ça fait forcément plaisir d'enfin. Bon, il y en a une autre pour toi aussi. Alors Gaëtan, c'était avant-hier. Bon, on voit que tu fais la grimace là, mais ça va un peu mieux, tu es tout sourire. Mais qu'est-ce que tu ressens quand à nouveau tu te blesses comme ça et tu sors d'une grande blessure C'est vrai que je sors d'une grande blessure, je me dis non, ça va pas encore recommencer. Et après, au vu de l'état, comment ça a avancé déjà depuis hier, je suis assez satisfait. Bon. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé encore dans le genou, donc j'attends de voir les examens vraiment quand on aura les résultats. Une dernière petite image. Alors, ça, c'était pas très loin d'ici et ça s'est passé à peu de choses près le match contre... les Europes en Vendée contre Victoria Kelsen. C'était avec du recul, c'était un très bon souvenir. Ouais. C'était une de mes premières fois que je jouais un match aussi serré contre un aussi bon joueur. Ouais. C'était en France en plus, donc avec tout le public derrière, c'était assez incroyable. Comme je l'avais mentionné à un moment sur les réseaux, c'est moi qui ai eu les frissons, je pense, sur le terrain, et je pense pas que ce soit les spectateurs qui les ont eu. En tout cas, moi, c'était un très bon souvenir malgré la défaite. Et puis depuis, il est quand même devenu champion du monde entre-temps, pas mal. Hein. On me l'a sorti souvent celle-là, mais je suis pas sûr que ça soit son match référence. Bon, un grand merci messieurs. On va juste laisser Gaëtan partir et laisser la place à un invité. Alors on l'a fait patienter, mais on le reçoit avec plaisir. Philippe Collot, venez nous rejoindre.
Alors, vous apportez dans un petit sac plastique. Bonjour, bonjour. Prenez un petit micro. Alors, vous arrivez avec un volant. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce volant qui est un petit peu extraordinaire. Quand même, il a vécu des choses que beaucoup de gens aimeraient voir. Dites-nous, Voilà, expliquez-nous un peu. Donc, comme la plupart d'entre vous l'ont suivi, l'année dernière, c'était une année importante puisqu'on a eu un Français dans l'espace, Thomas Pesquet, qui a volé du mois de novembre 2016 à juin 2017. Et il se trouve que le chef de projet que j'avais contacté est un badiste au CNES. Et moi, à la com, je suis badiste aussi. Et on s'est dit, mais pourquoi il n'emmènerait pas un volant dans l'espace, sachant qu'il y a des contraintes à emmener du matériel dans l'espace, parce que évidemment, le CNES a travaillé sur des expériences scientifiques et chaque kilogramme et chaque gramme est compté. Mais il a la possibilité, l'astronaute a la possibilité d'emmener quelques affaires personnelles, donc qui sont à sa discrétion évidemment, mais on lui a suggéré d'emmener un volant. Qui est-ce qu'il lui a suggéré? Justement, moi-même et Sébastien Bard, le chef de projet, puisque l'avantage c'est que c'est pas encombrant, c'est évidemment pas lourd du tout. Donc ça se prêtait assez bien à pouvoir l'emmener dans l'espace. Ouais. Et on voit les images. On voit les images de Thomas avec le volant. Au-delà de l'emmener, alors il y a eu un premier buzz parce qu'il avait pris une photo de sa caisse personnelle et on voyait en premier plan le volant. Donc ça a fait un premier buzz. Et puis ensuite, moi j'avais comme idée avec le chef de projet qu'on pouvait faire une expérience dans l'espace. Et notamment poser une question, ce qu'on a fait par les réseaux sociaux, à savoir comment allait se comporter le volant dans l'espace. Parce qu'on est en apesanteur, donc le volant, on peut le lâcher. On a tous vu des images de choses qui flottent, qui tournent sur elles-mêmes. Donc la question c'était, si je lâche un volant dans l'espace, est-ce qu'il va tourner sur lui-même de façon un petit peu erratique comme ça, ou est-ce qu'il va se diriger avec le bouchon devant et les plumes à l'arrière, comme on a l'habitude de le voir sur les cours. Et la question était finalement assez complexe parce que, en fait, il n'y a pas qu'une seule réponse, il y a deux bonnes réponses. Ça dépend, et c'est ce qu'il a expliqué dans la vidéo, ça dépend de la vitesse à laquelle on lâche le volant. Si on le lâche très lentement, eh bien, c'est l'impesanteur qui est maître à bord et donc qui peut tourner sur lui-même et avoir une trajectoire très, très étrange. Par contre, dès qu'on lui donne une certaine vitesse, à ce moment-là, le frottement de l'air, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est, on est en impesanteur, mais pas dans le vide. Oui. Donc, il y a de l'air, étant mieux pour les astronautes dans la station. Oui. Et donc là, le frottement de l'air sur les plumes agit et on voit le volant se diriger. D'ailleurs, depuis, on a vu même une partie de badminton dans la station. Dans la station, exact. Et on voit que le volant se comporte finalement assez bien. Oui. Mais au-delà de ça, je voudrais dire qu'il y a quand même deux aspects. D'une part, Thomas Pesquet n'est pas un badiste, c'est pas son sport. Pas encore. Pas encore. C'est pas son. Lui, il est plutôt judoka, il est ceinture noire de judo. Mais c'est une activité qu'il a pratiquée lors de son entraînement. Loisir, mais pas seulement, parce que c'est bon pour le cardio, c'est bon pour les réflexes, pour la coordination des mouvements, etc. Et de retour sur Terre, c'est aussi quelque chose d'important parce que on perd, quand on est longtemps, 6 mois dans l'espace, on perd un certain nombre, déjà une masse musculaire, et puis des repères physiques, orthostatiques, et donc on n'est pas à même de jouer une partie de tennis ou de badminton le lendemain de son retour. Alors déjà le lendemain, on est très fatigué, mais même ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'acquérir la performance antérieure au vol. Donc c'est un bon marqueur aussi pour voir comment on récupère. Voilà. D'accord. Donc c'était une expérience à la fois sympathique, mais en même temps il y avait un côté pédagogique et scientifique puis aussi. Scientifique et puis un soutien, un clin d'œil au sport parce que par contre c'est un très grand sportif évidemment. Ces images elles ont fait le tour du monde. Vous avez dû avoir des gens de partout dans le monde qui vous écrivaient en vous disant voilà, c'est incroyable d'avoir un volant dans l'espace comme ça. Absolument. Alors nous, on avait... alors déjà, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce volant, tel que vous avez vu les images quand il a été filmé par Thomas Pesquet, c'était il y a un an pile. C'est-à-dire que je crois que c'était le 26 mars, donc on est le 28, à 2 jours près. Voilà. Et donc, nous, on avait tenu ça un petit peu secret, mais on s'est fait un peu doubler par Thomas, puisque c'est
encore une fois, la chose qu'on voyait la plus immédiate quand il a... Dans la valise dans sa fameuse valise. Donc, effectivement, on a été un peu pris de court. Et donc, on a dit, oui, il y a ce volant, mais on vous réserve une petite surprise. Et effectivement, c'est dans la façon dont il l'a mise en œuvre dans la station. Mais je pense que ce qui est important, c'est de dire que les astronautes, et au CNES, on a une activité importante là-dessus. Le CNES, donc, c'est l'Agence spatiale française. On essaye de montrer qu'à travers le profil de l'astronaute, il y a toute une éducation à la bonne alimentation, à la bonne forme physique, à la pratique de sport, etc. Et le badminton pour ça. Et voilà. Et donc, il y a une activité qui consiste à... dans des clubs, mais aussi dans des écoles. Donner comme exemple, parce qu'effectivement l'astronaute, ça a ce côté un peu merveilleux, de héros, de donner des bonnes habitudes, encore une fois, sur la gestion alimentaire, sur la pratique d'activité physique. Donc volant de badminton, outil pédagogique aussi pour les enfants, non seulement pour le côté sportif, mais pour tout ce qui va autour de absolument. Autour de tout je ça. pense que c'est... Et bon... c'est peut-être pas un scoop, mais on s'attend, on espère qu'il va revoler prochainement, qu'il sera affecté à une nouvelle mission. Et donc, on verra avec lui s'il peut envoyer de nouveau un volant. Peut-être pas le même, qu'il y en ait un autre qui en profite. Voilà, peut-être un volant qui aura fait une finale. Oui, ça serait bien. Ça serait rigolo. Ça serait bien ça, puis qu'on ait Thomas un jour sur un terrain de badminton. On va essayer d'y travailler. Ça serait pas mal. Comme il apprécie beaucoup le badminton, on essaiera de vous le faire venir. Alors, ce volant, maintenant, il va où? Et il se balade un petit peu, j'imagine, parce que c'est les objets qui sont allés dans l'espace, c'est aussi rare que les hommes qui sont allés dans l'espace. Oui, enfin un peu moins rare, il y a plus d'objets que d'hommes. Mais effectivement, c'est un symbole, donc on le promène comme ça dans des rencontres où Thomas Pesquet peut rencontrer des jeunes. Et après, il va aller aussi dans une belle vitrine des objets témoins un petit peu de ces missions spatiales. Donc voilà, si vous voulez inviter Thomas, il viendra de nouveau avec son volant. Ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Voilà. Et quelle belle histoire en tout cas de voir ce petit volant qui a fait plusieurs fois le tour de la Terre. Il a volé 6 mois lui aussi. Il a volé 6 mois aussi. Ouais. Bon. Super, quelle belle histoire pour finir ce live. Un grand merci d'être venu jusqu'à nous pour nous expliquer ceci. On fait un clin d'œil à Bruno Lafitte qui a bien aidé aussi à ce que ça puisse être possible. Donc on pense bien à lui, il est très investi dans le côté historique du badminton. Messieurs, un grand merci d'être venus aussi pour parler un petit peu de votre quotidien, de ce qui va se passer dans les équipes de France. On croise les doigts pour la Thomas Cup avec les garçons. Ouais. On n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais faute de temps, ce sera pour une prochaine fois. Quant à nous, on se retrouve pour le live à 19h demain, un autre débat, des autres invités. Pareil, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour poser vos questions. On a été l'écho de certains d'entre vous tout à l'heure. On le fera avec grand plaisir pour demain. Et voilà, on vous dit bonne soirée à tous et à demain. Salut. Oui, petit plateau à 22h. Alors, petit plateau à 22h aussi, c'est vrai que pour refaire le bilan avec Paul de ce qui s'est passé, le bilan sportif. Là, on était vraiment côté débat et on se retrouve à 22h tout à l'heure avant d'aller se coucher parce qu'on en a aussi bien besoin. Voilà, salut à tous. En région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les
Les secrets des vieilles pierres. Les secrets de la nature. Les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région